suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai grandi à Abidjan, j'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat en Côte d'Ivoire. Je suis de nationalité française. Mais je suis avant tout un Africain dans l'âme et donc dans mon cœur. Et évidemment, je suis ivoirien. Quand j'ai tendance à parler, ma fille est née. Mes filles sont nées aussi en Côte d'Ivoire et j'ai beaucoup d'attaches pour ce pays, évidemment. On n'est pas responsable en fait des conditions dans lesquelles on est. Par contre, on est responsable de notre propre destin. Et donc moi, mon père est né dans une famille à Saint-Louis qui était une famille extrêmement pauvre. Ce qu'il nous a transmis à nous, ses enfants, c'est cet amour pour le travail, d'accord? Et cette compréhension du fait que pour pouvoir réaliser des choses, il faut accepter de souffrir et de travailler. Donc après, j'ai fait aussi un IMBA à HEC Paris, donc je suis alumni de HEC Paris. Je suis allé 3 ans aux États-Unis où j'ai été également alumni de Harvard Business School, d'accord, et où j'ai pu rencontrer en fait une autre mentalité que j'affectionne énormément, qui est la mentalité américaine, qui est beaucoup plus straight to the point et beaucoup plus pointu en matière de raisonnement. Les Américains sont très pragmatiques, d'accord, et les Français sont très théoristes. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Pas nécessairement. Moi, j'ai voulu prendre les deux. J'ai démarré en France, dans le 8e arrondissement en tant que chef de projet. Et donc, j'ai fait 3-4 mois dans l'entreprise et j'ai quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Écoute, il faut que tu retournes au pays parce que ici, tu n'auras pas l'avenir que tu dois avoir, etc. » Bon, pourtant, j'étais sorti d'une excellente école d'ingénieur. Franchement, moi, j'avais 21 ou 22 ans et j'étais extrêmement bien payé, j'étais très à l'aise, enfin il n'y avait aucun problème, au contraire j'aurais eu a priori un parcours de cadre supérieur dans le système français, d'accord. Et puis en fait en discutant, au bout d'un moment, je me suis dit il faut que je rentre en Côte d'Ivoire. Et il faut que j'essaye d'apporter à la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire m'a apporté. Donc au bout de 6 mois, j'ai pris mon avion, j'ai quitté la société, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que l'aventure high-tech a démarré. À cette époque-là, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de business plan, il n'y avait rien. Il y avait le fait que je travaillais dans cette boîte ABSoft chez mon père et que j'ai rapidement remarqué qu'il y avait un besoin en fait de tout ce qui était entreprise ivoirienne en termes de matériel informatique. Donc pour la petite anecdote, high-tech n'a pas démarré en tant que distributeur. On a démarré en tant que revendeur informatique. Et donc à cette époque-là, j'ai voulu en fait me lancer dans ça et pourtant j'avais juste un background d'ingénieur. Je n'avais pas la maîtrise et tout de tout ce qui est aspect business et tout. Et je suis allé voir en fait une connaissance et je lui ai dit écoute, je veux me lancer dans un business high-tech qui était un projet que j'avais présenté à l'époque, quand j'étais en école d'ingénieur. Quand j'étais en école d'ingénieur, il y avait un module d'entrepreneuriat et il fallait travailler sur quelque chose qu'on voulait faire plus tard, etc. Et j'avais présenté ce projet-là. Et donc, je suis allé voir cette personne. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai besoin de 30 000 € pour commander en fait mon premier conteneur de marchandises. Et cette personne m'a dit, en 5 minutes, hein, donc je suis rentré dans son bureau. Il me connaissait, il connaissait mon background, il connaissait ma réputation, même en étant jeune, en fait, puisque vous savez, je suis né ici. Donc, quelque part, on va dire, ma réputation, en tout cas sur ce segment-là de sérieux, de travail, etc., elle a toujours été là. Quand j'ai été jeune comme tout le monde, mais j'ai toujours eu la chance d'avoir une réputation propre. Et ma famille aussi a une réputation propre. Et quand je suis rentré,
et que je lui ai demandé en 5 minutes. Il m'a simplement posé comme question, ok, tu me rembourses en combien de temps? Je lui ai dit en 6 mois. Il m'a dit ok banco, envoie-moi ton RIB et je te vire l'argent. Ça s'est fait en 5 minutes. On dit, à un moment de ta vie, n'oublie jamais que celui qui te tendra la main se basera en fait sur ta réputation. C'est ta réputation, qui que tu sois dans la vie. Tu peux être au plus haut niveau. Aujourd'hui, moi, je peux tout perdre. Dieu peut tout m'enlever. Il peut un grain de sable dans une machine. Pour autant, quand j'aurai un genou à terre, la seule chose qui peut-être fera que je pourrai me relever et que quelqu'un me tendra la main, c'est la réputation que j'aurai construite pendant toutes ces années. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. On a démarré, je suis allé en France, j'ai trouvé un fournisseur, on a fait le premier conteneur. Le premier conteneur même est arrivé à Abidjan, je me rappelle, je suis allé moi-même au port, je suis monté dans le camion parce que j'avais peur qu'on vole ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que pour moi, c'était tout nouveau, là, un conteneur de 20 pieds, j'avais ma vie dedans dans ma tête et tout. Et donc, j'ai fait le trajet du port jusqu'au bureau, on a dépoté le conteneur, c'est moi-même qui ai ouvert le conteneur avec les quelques personnes avec lesquelles on avait lancé le projet et voilà. Donc, quand on a lancé cette activité-là, l'idée c'était à la base, bon bah écoutez, j'ai emprunté les 30 000 €, je dois rembourser les 30 000 €. Les 30 000 € ont été remboursés en 3 mois, ça n'a même pas mis 6 mois. Et donc, on a commencé à travailler de cette façon-là. Et je pense aussi que dès le départ, on a eu la chance d'avoir une équipe. On était 4 et on a pu le faire. Mais sinon, moi, à la base, à l'époque, déjà, j'étais derrière le comptoir. La DAF était derrière le comptoir, le directeur commercial. Donc, c'était un petit bureau qui faisait 50 mètres carrés. Hein. Donc, on était assis derrière et on bossait. En fait, la croissance d'une entreprise, ça passe par plusieurs étapes. Tant que vous êtes une dizaine de personnes, on va dire un grand maximum de 20 personnes dans une entreprise, en fait, le leadership peut être diffusé de manière consistante parce que vous avez le temps tous les matins de dire bonjour à tous les collaborateurs et cette relation particulière fait que vous avez le temps de synchroniser, de détecter des écarts en fait sur la valeur, la culture pour pouvoir prendre les décisions et de diffuser en fait ce que vous souhaitez en fait en tant que leader, d'accord? Donc, quand vous avez une équipe d'une dizaine, une vingtaine de personnes, et c'est ça qu'on a connu, on était extrêmement soudés chez Hi-Tech. Work hard, give your best, you can do this, success is hard, dream big, never give up, focus, do what you love, be positive, and say À partir du moment où vous avez la possibilité de synchroniser avec vos équipes, s'il y a une erreur de casting, et donc soit un élément toxique, soit un élément qui ne s'épanouit pas au sein de l'équipe, il y a le temps en fait de corriger avant que le mal soit fait. Tout ce que j'ai fait, on est passé par la souffrance. Mais la souffrance, aujourd'hui, j'ai appris à l'apprécier. Parce que je la considère comme un signal de mon corps pour me dire que je suis dans la bonne direction. La difficulté, c'est l'essence même de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai une phrase qui dit la souffrance accompagnée de réflexion conduit inéluctablement à la progression. Celui qui progresse va chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a mal fait et qu'est-ce qu'il doit corriger dans sa machine interne pour pouvoir évoluer. Bruce Lee disait « Je ne demande pas à Dieu de me donner une vie facile, je demande à Dieu de me donner la force d'en endurer une difficile. » Quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat sur la base uniquement d'un contrat, d'un marché, d'un ami, d'une connaissance, de quelque chose qui ne répond à rien, si ce n'est la relation qu'il a, il ne devrait pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il ne devrait pas monter une structure sur la base du relationnel. On ne fait pas ça. On n'investit pas pour faire du buzz. On investit pour répondre à un besoin du marché. Si réellement tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu veux le faire de manière sérieuse, forme-toi.
Et il y a énormément de programmes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même des programmes de qualité, dont un d'ailleurs où je suis co-directeur académique à HEC Paris, et on a un programme Challenge Plus. Et ce programme-là, c'est un programme pour des jeunes entrepreneurs et où on va partager avec eux les best practices, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et je le dis parce que je l'ai appliqué moi-même. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis en perpétuel apprentissage. D'accord ? Et dans ce programme-là de Challenge Plus, j'essaie de partager les best practices. Donc l'entrepreneur doit être résilient, adresser une opportunité latente et se former pour apprendre des meilleurs, quelles sont les meilleures pratiques pour réussir. La vie, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et beaucoup de gens vivent leur vie comme si c'était un sprint. Ils sont pressés, ils veulent aller très vite. Le problème avec le sprint, c'est que tu cours le 100 mètres en 9 secondes, mais une fois que tu termines ton 100 mètres, tu ne peux plus avancer. Quand tu regardes ta vie, c'est plus un 100 mètres ou plus un 100 km. Personnellement, j'ai coutume de dire que la vie, c'est un 100 km. Et donc, ceux qui arrivent au bout et qui arrivent bien, ce n'est pas ceux qui vont vite. Ce n'est pas ceux qui courent à 100 km/h et tout. C'est des gens qui sont endurants, qui sont capables en fait de faire des longues distances, d'affronter les difficultés de ces longues distances-là et de prendre le temps d'y arriver. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas celui qui arrivera le premier aux 100 mètres qui gagne. C'est celui qui arrive au bout. D'accord ? Et donc, en ce sens-là, la détermination, c'est extrêmement important. Et la course à pied, pour moi, c'est un endroit où je sors de ma zone de confort. Courir pendant 15 heures, 16 heures. Donc, partir le matin à 6 heures, arriver le soir à 23 heures. Avoir 300 personnes qui abandonnent. Être dans un environnement que tu n'as jamais connu, en montagne. Moi, je n'étais jamais allé à la montagne faire de la course à pied. C'est quelque chose où je peux te dire que d'un point de vue psychologique, tu pousses ton corps, ton cœur et ton esprit au-delà des limites que toi-même tu aurais cru pouvoir atteindre, même en étant quelqu'un de déterminé et de courageux. Parce que toutes les personnes qui ont fait cette course étaient déterminées certainement et courageuses. Mais le fait d'avoir fait ces 52 km, d'ailleurs la médaille est derrière, tu sais, je suis assez fier de cet achievement, mais au-delà de l'exploit entre guillemets sportif, c'est quelque chose, comme je te dis, qui m'a permis de moi-même me tester et repousser mes limites. Et donc ça, c'est quelque chose qui te fait aussi progresser en tant qu'individu, personnellement, et ça rejaillit professionnellement. Il y a des combats que moi je peux faire, Vincent, où beaucoup vont être épuisés.